Vous savez, il y a ce moment où vous pensez faire ce qui est juste, où vous protégez quelqu'un que vous aimez, et soudain vous réalisez que tout ce que vous pensiez savoir était complètement faux. C'est exactement ce qui m'est arrivé au mariage de ma sœur. Et écoutez, je n'ai aucune idée si j'ai bien ou mal agi, mais je sais une chose. Après ce jour-là, rien n'a plus jamais été comme avant. Je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans et je travaille comme ingénieur informatique à Paris. Ma sœur cadette Amélie a toujours été la fierté de la famille. Vous connaissez ce genre de personne que tout le monde adore, qui est belle, intelligente, charismatique et semble être née avec le manuel de comment vivre la vie parfaite? Eh bien, c'était Amélie. Elle avait 27 ans quand elle a rencontré Olivier, un homme de 36 ans qui travaillait comme directeur commercial dans une entreprise de luxe. Dès le début, tout le monde l'a adoré. Mes parents étaient enchantés. Mes tantes ne cessaient de faire des éloges. Et même moi, qui ai toujours été un peu méfiant avec les petits amis de ma sœur, j'ai pensé qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur. Olivier était l'un de ces hommes qui semblent sortir directement d'une publicité de parfum. Toujours bien habillé, poli, disait les bonnes choses au bon moment. Il apportait des fleurs à ma mère quand il venait dîner à la maison, parlait de football et du PSG avec mon père, me questionnait sur mon travail avec un véritable intérêt. Il était trop parfait, vous comprenez? Mais j'ai avalé mes doutes parce que je voyais ma sœur heureuse. Et après environ 2 ans et demi de relation, il lui a fait sa demande en mariage lors d'un voyage qu'ils ont fait à Chamonix. C'était super romantique, avec photographe caché et tout. Amélie est revenue rayonnante, montrant la bague à tout le monde, et bientôt, les préparatifs pour le grand jour ont commencé. Les mois qui ont suivi ont été de la folie. Ma mère a pratiquement déménagé chez Amélie pour aider aux préparatifs. Il y avait des réunions avec des organisateurs de mariage, des essayages de robes, des dégustations de gâteaux, des choix de fleurs. Je participais autant que je pouvais, mais j'avoue que ce monde du mariage n'est pas vraiment mon truc. Malgré tout, je voyais ma sœur tellement enthousiaste que je ne pouvais pas ne pas être contaminée. Elle avait cette lueur dans les yeux, vous savez, ce bonheur qui déborde. Et Olivier semblait tout aussi enthousiaste. Ils étaient le couple parfait. Le mariage était prévu pour un samedi de septembre au château de Versailles, dans l'Orangerie. Le temps commençait à se rafraîchir après l'été chaud que nous avions eu. L'automne arrivait et les jardins du château étaient magnifiques, avec une atmosphère romantique et parfaite. La cérémonie devait avoir lieu en plein air, suivie d'une réception dans la grande galerie. Tout était prévu pour être le mariage de l'année. Mais alors, 5 semaines avant le grand jour, quelque chose s'est produit qui a tout changé. C'était un jeudi soir et j'étais sortie avec des amis dans un bar du Marais. Nous étions là, buvant du vin, parlant de travail et de football, quand l'un de mes amis, Thomas, qui travaille dans la même entreprise qu'Olivier, est arrivé un peu en retard. Il a salué tout le monde, a commandé un verre de vin et s'est assis à côté de moi. J'ai remarqué qu'il était un peu étrange, un peu agité, mais j'ai pensé que c'était juste la fatigue du travail. Après environ 25 minutes, il m'a appelé pour aller aux toilettes. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'y suis allée. Quand nous sommes entrés dans les toilettes, il a vérifié qu'il n'y avait personne dans les cabines et m'a regardé avec une expression sérieuse que je n'avais jamais vue chez lui. Mon cœur s'est emballé. Je savais que quelque chose de très mauvais allait arriver. « Alexandre, mec, je dois te dire quelque chose, mais tu ne peux pas dire que c'est moi qui te l'ai dit. D'accord? C'est à propos d'Olivier. » Il a fait une pause, comme s'il rassemblait son courage. Mardi dernier, je l'ai vu dans un restaurant à Saint-Germain-des-Prés. Il était avec une femme. Et mec, ce n'était pas une réunion de travail, non. Il dînait, buvait du champagne, riait, et à un moment, il a tenu sa main et l'a embrassée. Ce n'était pas un baiser d'ami, tu comprends? C'était un baiser de quelqu'un qui est impliqué. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Je suis restée là, figée, regardant Thomas, sans pouvoir traiter ce qu'il venait de me dire. Olivier? L'Olivier parfait? Trahissant ma sœur 5 semaines avant le mariage? Ça ne pouvait pas être vrai. Tu es absolument sûr, Thomas? Tu es certain que c'était lui? Ma voix est sortie tremblante. 100% Alexandre. Je travaille avec ce type depuis 3 ans. Je sais le reconnaître de loin. Et écoute, j'étais dans le doute si je devais te le dire ou non. Mais mec, c'est ta sœur. Elle mérite de savoir avant d'épouser ce connard. Je suis sortie des toilettes encore sous le choc. Je suis retournée à la table, mais je n'ai plus pu prêter attention à la conversation. Ma tête tournait à 1000 à l'heure. Que devais-je faire? Le dire à Amélie et risquer de détruire son bonheur?
Et si c'était un malentendu? Et si Thomas s'était trompé? Mais en même temps, si c'était vrai et que je ne le disais pas, ma sœur allait épouser un traître. J'ai passé toute la nuit éveillée, me tournant dans le lit, pensant à toutes les possibilités. Le matin, j'ai décidé que je devais être sûre avant de faire quoi que ce soit. J'ai appelé Thomas et lui ai demandé plus de détails. Quel restaurant? À quelle heure? Comment était la femme? Il m'a donné toutes les informations dont il se souvenait. C'était un restaurant italien chic à Saint-Germain-des-Prés, vers 20h, et la femme était rousse, élégante, devait avoir environ 30 ans. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. Dans les jours suivants, j'ai commencé à observer Olivier plus attentivement. Je vérifiais ses réseaux sociaux, je faisais attention à ses horaires. Et un mardi suivant, exactement une semaine après ce que Thomas m'avait dit, j'ai décidé de suivre Olivier après le travail. Je sais, ça semble fou, mais je devais savoir la vérité. J'ai garé ma voiture près de l'immeuble où il travaillait et j'ai attendu. Vers 19h, il est sorti. Mais au lieu de prendre sa voiture et d'aller chez Amélie comme il le faisait toujours, il a marché quelques rues et est entré dans un immeuble résidentiel. J'ai noté l'adresse. Il est resté là pendant plus de 2h30. Quand il est sorti, il semblait pressé, regardant fréquemment son téléphone. Mon estomac se retournait. Ce n'était pas normal. Le lendemain, je suis retournée à cet immeuble et j'ai parlé au gardien, inventant une excuse quelconque sur la recherche d'une amie. J'ai découvert que dans l'appartement qu'Olivier avait visité vivait une certaine Camille Dubois. J'ai cherché le nom sur les réseaux sociaux et bingo, c'était la femme que Thomas avait décrite. Rousse, élégante, et d'après les photos, elle semblait avoir exactement le profil que Thomas avait mentionné. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fouillant ces vieilles photos, j'en ai trouvé plusieurs où Olivier apparaissait. Des photos datant d'il y a plus de 18 mois. Eux dans des restaurants, en voyage, enlacés, heureux. Mon Dieu, ce n'était pas une aventure d'un soir. C'était une relation parallèle. Le type était avec ma sœur et avec cette Camille en même temps, depuis plus de 18 mois. J'ai ressenti une colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Ce salaud trompait ma sœur tout ce temps. Et le pire, il était sur le point de l'épouser, probablement pour garder les apparences ou par intérêt, tout en gardant une autre femme cachée. Maintenant, j'étais sûre, il n'y avait plus d'échappatoire. Je devais le dire à Amélie. Mais comment? Comment détruit-on le bonheur de quelqu'un qu'on aime? Comment dit-on que l'amour de sa vie est un mensonge? J'ai essayé plusieurs fois dans les jours suivants. J'appelais Amélie pour parler, mais je perdais toujours courage au dernier moment. Elle était si heureuse, si excitée par le mariage qui aurait lieu dans moins de 3 semaines. Voir ce bonheur et savoir que j'allais le détruire était insupportable. J'ai alors décidé que j'avais besoin de preuves plus concrètes. J'ai engagé un détective privé, dépensé de l'argent que je n'avais pas, mais j'avais besoin de preuves photographiques. Le détective a travaillé rapidement. En 5 jours, il m'a livré un dossier complet. Des photos d'Olivier entrant et sortant de l'appartement de Camille, des photos d'eux deux ensemble dans des restaurants, même des photos de conversations que le détective avait pu capturer où Olivier démontrait clairement une implication romantique avec elle. Avec les preuves en main, j'ai fixé un rendez-vous avec Amélie dans un café près de chez elle. C'était un lundi après-midi, exactement 10 jours avant le mariage. Elle est arrivée souriante, m'a embrassée, a commandé un café crème et a commencé à parler avec enthousiasme des derniers ajustements du mariage. « Amélie, je dois te dire quelque chose de très sérieux », ai-je interrompu. Ma voix tremblait et je sais qu'elle l'a remarqué. Son sourire a disparu. « Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Tu me fais peur. » J'ai sorti l'enveloppe avec les photos et l'ai posée sur la table, mais ne l'ai pas encore ouverte. Je l'ai regardée dans les yeux. J'ai respiré profondément. C'est à propos d'Olivier. J'ai vu son corps se raidir. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi. Qu'est-ce qu'il y a avec Olivier? Il te trompe, Amélie. Depuis plus de 18 mois. Il a une autre femme. Et j'ai des preuves. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle est restée là, immobile, me regardant comme si j'avais parlé dans une autre langue. Puis, lentement, elle a pris l'enveloppe et l'a ouverte. J'ai vu ses yeux passer sur les photos, une par une. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, n'a eu aucune réaction dramatique. Elle a simplement regardé les photos en silence. Après quelques minutes qui ont semblé des heures, elle a fermé l'enveloppe, l'a remise sur la table et m'a regardée. Son expression était impossible à déchiffrer. « Je sais », a-t-elle simplement dit. « Comment ça, tu sais ?» Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais prévu. Quelques personnes dans le café ont regardé dans notre direction.
Je sais depuis 9 mois, Alexandre. Elle a parlé avec un calme effrayant. Je l'ai découvert par hasard, j'ai vu des messages sur son téléphone. Je l'ai confronté et il a tout avoué. Il a dit que Camille était une erreur du passé qu'il essayait de terminer, mais que c'était compliqué parce qu'elle était fragile émotionnellement. J'étais sans voix. Mais Amélie, si tu sais depuis 9 mois, pourquoi tu vas encore l'épouser? Pourquoi tu n'as pas rompu? Parce que je l'aime, Alexandre, et il m'aime aussi. Tout le monde fait des erreurs. Il a promis qu'il allait rompre avec elle avant le mariage. Et je le crois. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mais ces photos datent de la semaine dernière, Amélie. Il est toujours avec elle. Il n'a rien rompu. Il continue de te tromper. Tu ne comprends pas, Alexandre. Les relations sont compliquées. J'ai choisi de lui pardonner et de nous donner une chance. Et je te demande de respecter ma décision. Respecter? Amélie, ce type te prend pour une idiote. Il vous garde toutes les deux. Et tu vas l'épouser en sachant ça? Elle s'est levée, a pris son sac. Merci pour l'inquiétude, frère. Mais je sais ce que je fais. Et s'il te plaît, ne dis rien à personne. Ni à nos parents, ni à personne. C'est entre moi et Olivier. Et elle est partie, me laissant là seule, complètement abasourdie. Comment pouvait-elle savoir? Comment pouvait-elle l'épouser quand même? Ma sœur était-elle devenue folle? Les jours suivants ont été un tourment. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai pensé le dire à mes parents, mais Amélie m'avait demandé de ne rien dire. J'ai pensé confronter Olivier directement, mais à quoi bon? Il savait déjà que je savais, et probablement qu'Amélie lui avait parlé de notre rencontre. La seule personne avec qui j'ai pu me confier était ma petite amie, Sophie. Elle était aussi choquée que moi. Elle a essayé de me convaincre que je ne devais pas m'immiscer, que c'était la vie d'Amélie, mais je ne pouvais pas simplement accepter et passer à autre chose. Ça me consumait. Et puis le jour du mariage est arrivé. Le samedi s'est levé magnifique, avec un soleil radieux et une brise douce. Le château de Versailles était impeccable, décoré avec des roses blanches et des détails en or. Les invités ont commencé à arriver vers 15 heures. J'étais là depuis tôt, aidant aux derniers préparatifs, mais je pouvais à peine feindre l'enthousiasme. J'ai vu ma sœur pour la première fois ce jour-là, quand elle se préparait dans l'une des suites du château. Elle était absolument magnifique dans sa robe de mariée. Ma mère pleurait d'émotion. Les demoiselles d'honneur prenaient des photos sans arrêt. Amélie m'a vue et a souri. Mais c'était un sourire étrange. Ce n'était pas ce sourire authentique et rayonnant que je connaissais. Il y avait quelque chose de forcé, de répété. « Alexandre, tu peux venir ici une minute ?» m'a-t-elle appelé. Je suis allée vers elle. Elle a demandé à rester seule. Quand tout le monde est sorti, elle m'a regardé sérieusement. « Je sais que tu t'inquiètes pour moi, et je t'en remercie. Mais aujourd'hui, c'est mon jour, Alexandre, et j'ai besoin que tu me promettes que tu ne feras rien, que tu ne gâcheras pas mon mariage. Amélie, tu as encore le temps. Tu n'es pas obligée de faire ça. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, qui t'aime vraiment. Je l'aime, Alexandre, et il m'aime. Je sais que tu ne comprends pas, mais c'est mon choix. S'il te plaît, promets-le-moi. » Je l'ai regardé, mon bébé que j'avais toujours protégé, et je n'ai pas pu faire cette promesse. Je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, quelque chose me disait que je ne pouvais pas laisser ça arriver. La cérémonie a commencé à 17 heures. Les invités étaient tous assis sur les chaises blanches décorées de rubans dorés. La musique a commencé à jouer et les demoiselles et garçons d'honneur ont commencé à entrer. J'étais l'un des garçons d'honneur, alors je suis entrée avec l'une des amies d'Amélie. Mon cœur battait la chamade, mes mains transpiraient. Quand ce fut le tour d'Amélie d'entrer, tout le monde s'est levé. Elle était au bras de mon père, marchant dans l'allée fleurie. Elle était magnifique, mais je voyais dans ses yeux cette chose étrange, cette lueur fausse. Et j'ai vu Olivier là devant, souriant, mais ce n'était pas un sourire d'amour véritable. C'était un sourire de quelqu'un qui jouait un rôle. La cérémonie s'est déroulée normalement. L'officiant a parlé d'amour, d'engagement, de respect. Chaque mot était comme un couteau dans ma poitrine parce que je savais que tout ça était un mensonge. Et puis est venu le moment des vœux. Olivier a été le premier. « Amélie, je t'ai rencontrée il y a presque 3 ans, et dès le premier jour, j'ai su que tu étais spéciale. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es belle, intelligente, drôle, affectueuse. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne chaque jour. Et je promets de t'aimer, de te respecter, de t'honorer pour tous les jours de ma vie. Je promets d'être fidèle, d'être présent, d'être ton partenaire dans tous les moments. Tu es mon amour, ma meilleure amie, mon âme sœur. » Beaucoup de gens pleuraient.
Ma mère essuyait ses larmes, mais moi, j'étais écœurée, parce que chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge. Il n'allait pas être fidèle. Il n'était pas fidèle. Et puis ce fut le tour d'Amélie. Elle a regardé Olivier, a respiré profondément et a commencé ses vœux. Olivier, quand je t'ai rencontré, j'ai pensé avoir trouvé l'amour de ma vie. Tu semblais parfait. Mais avec le temps, j'ai découvert que personne n'est parfait. J'ai découvert que les relations exigent la vérité, exigent l'honnêteté. J'ai découvert des choses sur toi qui m'ont profondément blessée. L'atmosphère a changé instantanément. Les gens ont commencé à se regarder, confus. Olivier est devenu pâle. J'ai senti mon cœur s'emballer. Mais avant de continuer, elle s'est tournée et m'a regardé. « Alexandre, mon frère, peux-tu venir ici, s'il te plaît ?» J'étais paralysée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Lentement, je me suis levée et je suis allée vers elle. Amélie a tenu ma main et a ensuite regardé tous les invités. Mon frère a récemment découvert que mon fiancé avait une liaison avec une autre femme depuis plus de 18 mois. Il est venu me le dire, a essayé de me protéger. Et je savais déjà. Je savais depuis des mois. Le silence était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Olivier était blanc, en état de choc. Ma mère avait la main devant la bouche, également en état de choc. Et vous savez pourquoi j'ai continué avec les préparatifs du mariage en sachant cela? Parce que j'avais besoin de ce moment. J'avais besoin que tout le monde sache qui tu es vraiment, Olivier. J'avais besoin que mes parents, mes amis, ta famille, tous voient la vérité. Elle s'est tournée vers Olivier. Tu es un menteur. Tu m'as trahi, humilié. Et tu as encore eu le culot de te tenir là, devant moi, à faire de faux vœux de fidélité et d'amour. Mais le jeu est terminé. Elle a enlevé la bague de fiançailles et l'a jetée par terre. Il n'y aura pas de mariage. Mais au moins, maintenant tout le monde sait qui tu es vraiment. Et puis, elle m'a regardé, a souri et a dit tout doucement. Mais je l'ai entendu clairement. Maintenant, tout le monde sait. C'est ce qui compte. Ce qui s'est passé ensuite a été le chaos. La famille d'Olivier s'est levée, indignée. Sa mère a commencé à crier sur Amélie, la traitant de folle, de ridicule. Mon père est allé vers Olivier et a dit que s'il ne partait pas immédiatement, il l'expulserait lui-même. Ma mère a couru vers Amélie en l'embrassant, qui a finalement commencé à pleurer. Des pleurs de soulagement, de libération. Les invités ne savaient pas quoi faire. Certains ont commencé à partir, d'autres sont restés essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je me tenais là, immobile, tenant toujours la main de ma sœur, essayant de tout traiter. Olivier a essayé de s'approcher d'Amélie, a essayé de dire quelque chose, mais mon père s'est mis entre eux. Tu as fait assez de mal à ma fille. Maintenant tu pars d'ici et tu ne reviens plus. Olivier est parti, accompagné de sa famille, tous honteux et furieux. Le château, qui quelques instants auparavant était un décor de romance et de bonheur, semblait maintenant un champ de bataille. Quand la poussière est finalement retombée et que la plupart des invités étaient repartis, moi, Amélie, mes parents et quelques amis proches sommes restés au château. Les organisateurs ne savaient pas quoi faire avec toute la nourriture et les boissons qui avaient été préparées. Quelqu'un a suggéré qu'on mange au moins, puisque tout était payé. Et c'est ainsi que ce qui aurait dû être une réception de mariage est devenu une sorte de fête de libération. Amélie a échangé sa robe de mariée contre une robe simple qu'elle avait apportée, et nous nous sommes tous assis aux tables, avons mangé, bu et parlé. Mais j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre. Je me suis assis à côté d'Amélie, loin des autres. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité quand je suis venue te parler de la trahison? Pourquoi tu m'as laissé penser que tu étais stupide, que tu acceptais d'être trompée? Elle a soupiré, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher. Parce que je devais le faire à ma manière, Alexandre. Quand j'ai découvert la trahison il y a 9 mois, j'étais dévastée. J'ai pleuré pendant des jours, j'ai pensé à rompre immédiatement. Mais ensuite, j'ai commencé à planifier. J'ai réalisé que simplement rompre ne serait pas suffisant. Il inventerait une excuse, il ferait croire à tout le monde que j'étais folle ou exagérée. Sa famille serait de son côté. Même nos amis communs remettraient en question. Elle m'a regardée. J'avais besoin que tout le monde sache la vérité. J'avais besoin de l'exposer publiquement, devant tous ceux qui comptent. Et le mariage était l'opportunité parfaite. Alors j'ai joué son jeu. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai fait semblant de croire en ses promesses de rompre avec l'autre. J'ai investi dans le mariage. Je l'ai laissé penser qu'il m'avait complètement trompée. Mais tu as souffert pendant tous ces mois, Amélie.
Tu as fait semblant d'être heureuse pendant que tu mourais à l'intérieur. C'était difficile, oui, mais ça en valait la peine. Tu as vu son visage? La honte? Il ne pourra plus jamais porter ce masque d'homme parfait. Et moi, je me suis enfin libérée. Pas seulement de lui, mais de tout ce que cette relation représentait. Et Camille, tu l'as contactée? Je n'ai pas eu besoin. Je lui ai envoyé une copie des photos que tu m'as données il y a quelques jours, avec une note expliquant que je savais tout et qu'elle pouvait le garder. Je doute qu'elle le veuille, maintenant qu'il n'a plus les deux. C'était juste une question d'ego pour lui, tu sais. Avoir une fiancée parfaite et une maîtresse. Maintenant, il n'a personne. J'étais impressionnée par la froideur, la planification, la vengeance calculée de ma sœur. Ce n'était pas l'Amélie que je connaissais. Ou peut-être que c'était une Amélie que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, vraiment inquiet. Elle a souri, et cette fois c'était un sourire authentique. « Oui, Alexandre, pour la première fois depuis des mois, je vais vraiment bien. Je suis libre. Nous avons passé le reste de la soirée là, au château. Nous avons transformé ce qui aurait pu être une tragédie en une célébration étrange d'un nouveau départ. Quelqu'un a mis de la musique, nous avons dansé, ri, et Amélie rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Les jours qui ont suivi ont été intenses. L'histoire s'est répandue rapidement. Les réseaux sociaux ont explosé avec des commentaires, certains louant le courage d'Amélie, d'autres critiquant la façon dont elle avait géré la situation. Il y avait ceux qui l'appelaient une héroïne, et il y avait ceux qui la qualifiaient de vengeresse et de manipulatrice. Olivier a essayé de donner sa version des faits, a posté sur les réseaux sociaux un long texte où il se disait victime d'un complot, où il prétendait qu'Amélie avait tout inventé par jalousie maladive. Mais les preuves étaient irréfutables. Les photos que le détective avait prises ont commencé à circuler et démentaient complètement sa version. Camille s'est également prononcée quelques jours plus tard. Elle a posté un texte disant qu'elle avait été trompée par Olivier autant qu'Amélie, qu'il avait dit que le mariage n'était qu'une formalité, que la relation avec Amélie était finie depuis longtemps, mais qu'il maintenait les apparences par pression familiale. Elle s'est excusée publiquement auprès d'Amélie et a dit qu'elle mettait également fin à la relation avec Olivier. Olivier a perdu son emploi. L'entreprise où il travaillait, préoccupée par l'image après le scandale, a décidé de le licencier. Il a perdu beaucoup d'amis, et le pire pour lui a été d'être exposé publiquement comme menteur et traître. Quant à Amélie, elle a traversé un processus de deuil, parce que même si la relation était un mensonge, elle y avait investi 3 ans de sa vie. Elle avait rêvé d'un avenir à ses côtés. Et traiter tout ça n'a pas été facile. Elle a commencé une thérapie, ce qui a beaucoup aidé. Et lentement, elle a commencé à se reconstruire. Quelques semaines après le mariage qui n'a pas eu lieu, Amélie est venue me rendre visite dans mon appartement. Elle a apporté des croissants et du café, et nous avons parlé tard dans la nuit. Tu sais, Alexandre, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, et j'ai réalisé quelque chose. Quand tu es venu me parler de la trahison, j'étais en colère contre toi. En colère parce que tu déstabilisais mon plan. J'avais déjà décidé comment j'allais gérer ça, et tu voulais me forcer à le gérer différemment. Je ne savais rien de ton plan, Amélie. Je voulais juste te protéger. Je sais, et c'est pour ça qu'à la fin je t'ai appelé à l'hôtel, parce que j'ai réalisé que tu méritais de faire partie de ce moment. Tu as été le seul à avoir le courage de me confronter, de risquer notre relation pour me dire la vérité. C'est ça le véritable amour, et je voulais que tu saches que je l'appréciais. Je pense toujours que tu aurais pu gérer ça différemment, moins publiquement, moins dramatiquement. Elle a ri, peut-être, mais ça n'aurait pas eu le même effet. Et écoute, je ne regrette rien. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose totalement pour moi, à ma façon, sans me soucier de ce que les autres penseraient. C'était libérateur. Quelques mois ont passé. Amélie a recommencé à sortir, à s'amuser, à être elle-même. Elle a rencontré de nouvelles personnes, s'est fait de nouveaux amis, et même si elle avait encore des jours difficiles, elle était clairement sur un chemin de guérison. Quant à moi, cette expérience m'a aussi changé. Elle m'a fait remettre en question beaucoup de choses sur les relations, sur la vérité, sur jusqu'où nous devons aller pour protéger ceux que nous aimons. Et elle m'a fait réaliser que parfois, la personne que nous pensons avoir besoin de protection est plus forte que nous l'imaginons. 1 an après ce jour, Amélie a organisé une fête. Elle l'a appelée « Fête d'un an de liberté ». Elle a invité des amis proches, la famille et quelques personnes qui l'avaient soutenue pendant cette période difficile. C'était au même château de Versailles où le mariage aurait dû avoir lieu. Elle tenait à redéfinir cet endroit.
pendant la fête, elle a fait un toast. Je veux remercier tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Il y a 1 an, j'ai vécu la situation la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Et vous étiez avec moi. Surtout mon frère Alexandre, qui, même quand j'étais difficile avec lui, n'a jamais abandonné de me protéger. Et aujourd'hui, je veux porter un toast non pas à ce que j'ai perdu, mais à ce que j'ai gagné. Ma dignité, ma liberté et la certitude que je peux faire confiance à mon propre jugement. C'était un moment émouvant. Et en la regardant là, rayonnante, forte, libre, j'ai réalisé que peut-être tout avait valu la peine. Peut-être qu'elle devait vraiment passer par là de cette manière spécifique pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord avec la façon dont elle avait géré la situation. Il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent qu'elle est allée trop loin, qu'elle avait été cruelle, qu'elle aurait pu simplement rompre et passer à autre chose. Mais moi, qui connais ma sœur mieux que quiconque, je comprends qu'elle devait le faire à sa manière. Et au final, qui suis-je pour juger ? Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que parfois, les gens que nous aimons nous surprennent. Parfois, ils sont plus forts, plus intelligents, plus résilients que nous ne l'avions jamais imaginé. Et parfois, essayer de les protéger peut en réalité signifier les sous-estimer. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne sais toujours pas si j'ai fait la bonne chose en enquêtant sur Olivier, en le disant à Amélie, en ne respectant pas quand elle m'a demandé de ne rien faire. Mais je sais une chose, j'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque, avec les informations que j'avais. Et au final, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, tout a bien fonctionné. Amélie va bien, elle est heureuse, elle est libre. Et j'ai appris que l'amour ne signifie pas toujours protéger. Parfois, cela signifie faire confiance. Faire confiance que la personne que vous aimez sait ce qu'elle fait, même quand vous ne comprenez pas, même quand ça semble de la folie. Et quant à Olivier, eh bien, on dit qu'il a déménagé dans une autre ville, a essayé de recommencer sa vie loin du scandale. Je ne sais pas s'il a réussi, je ne sais pas s'il regrette, je ne sais pas s'il a appris quelque chose. Et franchement, je m'en fiche. Il a fait ses choix et doit maintenant vivre avec les conséquences. Ce qui compte, c'est que ma sœur, cette personne que j'ai toujours protégée, dont j'ai toujours pensé qu'elle avait besoin de ma protection, m'a montré qu'elle est beaucoup plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Et ça, d'une certaine manière, m'a aussi libérée. Libérée de la nécessité d'être toujours le frère protecteur, le héros de l'histoire. Parce que parfois, le héros est la personne elle-même que vous essayez de sauver. Et s'il y a une leçon que je tire de toute cette histoire, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais la force de ceux que vous aimez. Parce que vous pourriez être surpris. Et vous pourriez découvrir qu'au final, ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. Ils avaient juste besoin que vous soyez là, à leur côté, quand ils décidaient de se sauver eux-mêmes. Et maintenant, je vous le demande, chers spectateurs, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un que vous vouliez protéger s'est avéré être beaucoup plus fort que vous ne le pensiez ? Ou avez-vous vous-même déjà fait un pas radical pour retrouver votre dignité ? Écrivez-moi votre opinion dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de la décision d'Amélie. Était-elle courageuse ou est-elle allée trop loin ? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des histoires émouvantes que je partage ici. Votre soutien compte énormément pour moi. À la prochaine vidéo.